Dans les films réalisés par Steven Spielberg, accueillir le public est un art. Dès l'image d'ouverture du premier épisode de Columbo en 71, mis en scène par le tout jeune Steven, c'est moins le sens du spectacle que celui de l'hospitalité qui sidère ici. Le cinéaste sait déjà faire le lien entre ce qui est a priori irréconciliable, le petit et le grand, le lointain et l'intime, le récit et nous. 3 ans plus tôt, son court-métrage Amblin lui permet de décrocher à seulement 23 ans un contrat de 7 ans chez Universal pour y tourner téléfilms et séries en tout genre. Le jeune Spielberg s'y fait la main avec souvent de l'inspiration, comme dans son célèbre Duel, tourné en quelques jours seulement. Il allonge même ce téléfilm pour le sortir en salle, en ajoutant notamment ce générique d'ouverture de 4 minutes. Différence majeure entre la télévision et le cinéma, le générique des films a lui le droit d'être long. En 1974, Steven lance son premier long-métrage officiel de cinéma, récompensé au Festival de Cannes de Sugarland Express. Signes, symboles, panneaux ouvrent un récit à multiples carrefours, dans lequel il sera question pour les personnages de savoir quelle direction et quelle décision prendre. Le film démarre d'abord sans musique, et presque en noir et blanc. Avec ses mouvements d'appareil élégants, ce western moderne succède à la carcasse d'un âge d'or glorieux et révolu, mais prend peu à peu vie et couleur devant nous. La douceur des entrées en matière spielbergienne, enveloppée par la touch magique de John Williams, restera sa signature pour les décennies à venir. On n'entre pas n'importe comment dans une œuvre signée Spielberg, ça se mérite, il y a un chemin à faire et souvent sur la pointe des pieds, car comme disait Paul Valéry, il faut vouloir pour voir. Dans Les Dents de la Mer, l'année suivante, c'est encore petit à petit et par les profondeurs que le cinéaste nous permet de croire à son histoire à venir. Il sait que depuis la nuit des temps, la pulsation mène à l'empathie et comme chez les chamans, la forme incantatoire facilite l'accueil, la bonne disposition aux visions. En 1977, dans Rencontre du troisième type, le générique est typographié par Dan Perry, auteur entre autres du déroulant de Star Wars et du générique de Taxi Driver. Spielberg nous plonge longuement ici dans le noir, sorte d'antériorité pré-verbale où tout est encore possible. Le noir est ma boule de cristal, confiait jadis Henri Michaud. Du noir seul, je vois la vie sortir. Or, précisément, un des secrets du cinéaste Spielberg, comme des plus grands poètes, c'est le surgissement, sous toutes ses formes, même si ce surgissement s'avère venteux, désertique, primitif. On retrouve le vent en ouverture de sa comédie 1941 et Au bord de l'océan, clin d'œil ironique ici au début des Dents de la Mer. L'eau enveloppe régulièrement les récits universels de Spielberg, comme dans cette célèbre ouverture sous-marine devenue signature, où le cinéaste fait le pari de nous plonger directement dans les yeux du requin lui-même, sorte d'état régressif troublant. Et c'est à nouveau le vent et l'océan qui ouvrent Le Monde perdu en 1997 et AI en 2001, là aussi comme un retour à notre ADN dans une sorte de fantomisme qui révèle ce qui est encore informe. La question de notre constitution fondamentale se retrouve dans les microcellules de l'ouverture de la guerre des mondes en 2005. La loupe du cinéma nous rapproche des cellules singulières du tissu vital, écrivait Bella Ballas dès 1924. Elle nous laisse éprouver à nouveau la texture et la substance de la vie concrète. Elle te montre le visage intime de tous tes gestes dans lesquels ton âme apparaît. C'est encore L'eau et les larmes qui bouclent Sugarland Express, mais aussi Empire du Soleil en 87 ou encore Amistad en 97. Indissociable de la vie et des origines, la lumière constitue également un élément symbolique et biblique dans les débuts et fins chez Spielberg. La lumière, propre de l'écriture de la projection cinématographique, s'associe naturellement chez lui au soleil, à la fin de La couleur pourpre bien sûr, et à la fin de La dernière croisade, jusque dans ses titres de films, ici et là, inscrites dans leur chair. Spielberg ouvrira son chef-d'œuvre La liste de Schindler avec l'allumage des 2 bougies du Shabbat juste avant le coucher du soleil.
une pour se souvenir et une pour observer. Cherchant souvent à fuir son propre style pour éviter de lasser et de se répéter, Steven Spielberg se renouvelle sans cesse et fait confiance en cela à la diversité des visages humains, ici au tout début de Hook en 91, là au début de Jurassic Park en 93, ici en ouverture de Amistad en 97. C'est non seulement par les yeux, mais aussi par un transfert de regard qu'il intègre nos yeux dans ses histoires. Ici avant le débarquement du soldat Ryan en 98, là avant l'entrée dans l'Oasis au début de Ready Player One en 2018. The Oasis. A l'inverse, le générique d'ouverture des Aventuriers de l'Arche perdue en 81 se permet de ne pas présenter le héros, mais reporte volontairement sa présentation. Idée souvent réitérée dans les entrées en matière chez Spielberg. Ainsi, Indiana Jones est-il d'abord un dos, une silhouette, une ombre, une masse fuyante, des mains. Il devient ainsi un mythe avant même de prononcer le moindre mot. La première apparition de son visage n'en est que plus percutante, légendaire, en un mot cinématographique. Notons ici que les polices caractéristiques employées pour les aventuriers de l'Arche perdue et de Poltergeist sont signées par le typographe méconnu Burke Matson. Si la compagnie Picture Mill a réalisé les génériques de La Guerre des Mondes et de Munich, le cinéaste Spielberg a surtout fait appel ces dernières années à l'agence Scarlet Letters pour fabriquer ses génériques. Les ouvertures si soignées chez Spielberg fourmillent de détails jusque dans les typos, comme le sang ici qui reste dans le titre Jurassic Park. Ces logos, Amblin et DreamWorks attachés au corps même de ses réalisations ne montrent pas le monde depuis l'espace, contrairement à celui d'Universal, qu'il a pourtant fait naître professionnellement, mais une sorte d'enfance et de jeu éternel. Rappelons que le cinéaste se joue lui-même des logos officiels, comme celui de la Paramount détourné au début de chaque Indiana Jones. Il inverse aussi le logo Universal au début de E.T. et lance le regretté logo de la 20th Century Fox dans un bain révélateur dans les premières secondes de Minority Report. N'oublions pas ces deux génériques animés majeurs en 2002 et 2011, déjà étudiés dans Blow Up. Ils rappellent qu'un générique relève de la poésie dans une sorte de temps vertical et que le film, lui, relève de la prose dans une temporalité horizontale. Comme l'écrivait Bachelard, l'instant poétique est une relation harmonique des contraires, ambivalence, androgynie. Ça jaillit, ça se noue, se tisse de nœud à nœud. Le but, c'est la verticalité. Avec son Terminal en 2004, Steven Spielberg demande au graphiste Garson New de réaliser le générique du film diégétisé dans l'aéroport, film dans lequel l'administration kafkaïenne de la société prend le pas sur l'humain. Et c'est par la signature humaine que le film s'achèvera. La dédicace, le don, la mémoire, la transmission s'y expriment par la graphie singulière de chacun, passe par le nom. C'est par le respect des noms qu'un générique de fin trouve son sens, et c'est par les noms brisés, écrasés, que Spielberg boucle sa liste de Schindler en 93, à travers ses routes faites de pierres tombales juives. Le respect des rituels, le recueillement, des patronymes et des fantômes, c'est un peu le cœur de l'œuvre spielbergienne qui se révèle ici. La Neshama dans le judaïsme dit que la clé de notre âme se trouve dans notre nom. Ne pas nommer, c'est ne pas faire naître, écrit aussi Pascal Quignard dans La Barque silencieuse. C'est rompre la chaîne, c'est interdire l'accès au statut d'ancêtre, c'est interdire l'accès aux revenants. Ce générique de fin, un des plus beaux dans l'œuvre de Spielberg, se conclura par 3 minutes complètes de silence. Rarement un générique aura autant incarné, respecté la valeur des noms humains. Mais s'il ne fallait garder qu'un générique de Steven Spielberg. 1984, Indiana Jones et le Temple maudit. Le jeune Steven est devenu le roi du cinéma, il a changé de peau et de statut depuis ses premiers téléfilms, et le luxe de ses génériques en témoigne désormais. Mais l'art et la manière d'accueillir et de nous cueillir restent ici intacts. Even the
Réinventant la chanson Anything Goes, écrite par Cole Porter en 1935, le réalisateur et sa future femme Kate Capshaw s'amusent à souhaiter la bienvenue au public avec le charme et l'humour des comédies musicales d'antan. Comme tous les grands cinéastes, Steven Spielberg est fait de tout ce qu'il a vu. Inspiré des chorégraphies cultes de Busby Berkeley dans les années 30, 40 et 50, cette chorégraphie rappelle à quel point la place de la danse et du mouvement des corps est centrale chez le cinéaste jusqu'à son West Side Story en 2021. Anything goes. Comme la danse, un générique de film Spielbergien, c'est en définitive la célébration de l'altérité, un terrain d'entente, un accord dense, une connivence, une forme socialisée d'étreinte entre conversation et relation, dirait Belinda Cannon. Embrassement entre le film et le public. Cinéastes et spectateurs produisent alors ensemble une sorte d'œuvre vivante et éphémère, avec attention, écoute, générosité, hospitalité. Ce générique d'Indiana Jones, plus joyeux que le premier opus, alors que ce second volet s'avérera plus sombre, célèbre avant toute chose ici le plaisir et la magie du spectacle vivant et interactif. Steven Spielberg déclarera au New York Times à propos de l'expérience du film en salle: « Les gens doivent pouvoir quitter leur confort personnel, s'asseoir en compagnie des autres, vivre une expérience commune, pleurer ensemble, rire ensemble, avoir peur ensemble, et à la fin se sentir un peu moins comme des étrangers. » Bref, l'art des génériques Spielbergiens comme pont, poignée de main, étreinte entre ce cinéaste magicien et nous. Anything goes.